Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale, Hémicycle TV consacrée à la Coupe du Monde. Ce sera dans moins de 3 semaines maintenant, du 21 novembre au 16 décembre prochain. Ça se passera au Qatar, 32 équipes seront engagées. On va parler sport, on va parler enjeux économiques, on va parler aussi du bad buzz médiatique. On va faire le point évidemment sur tous ces sujets et on parlera de sport évidemment parce que c'est d'abord et avant tout un événement sportif mondial, planétaire où des milliards de téléspectateurs regarderont et suivront les matchs. Et puis, je l'imagine, des millions de Français suivront les exploits, je l'espère, de l'équipe de France. Je vais vous présenter mes invités. On aura un sondage fiducial IFOP et Sud Radio. Et je vous demanderai évidemment, puisque c'est un sondage sous embargo, de ne pas publier, dévoiler dès ce soir, puisque nous sommes en live tweet, les résultats de ce sondage qui sera dévoilé demain. Mes invités sont là. Samira Djouadi, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de la Fondation TF1. Et on en parlera avec vous, très engagé aussi à travers des associations et une en particulier, Sport à Vie. On parlera de ces jeunes des quartiers, mais aussi de jeunes autistes que vous allez emmener à Doha, au Qatar. On va en parler avec vous dans quelques instants. Stéphane Truchy est avec nous. Bonjour Stéphane. Je parlais de ce sondage, c'est vous qui avez évidemment ce sondage et vous allez nous le dévoiler en exclusivité. Vous êtes le CEO de l'IFOP. Merci d'être là. On fera le point évidemment sur le regard que portent les Français sur cette Coupe du Monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Philippe Folliot, ravi de vous accueillir. On ne parlera pas rugby, Philippe Folliot, aujourd'hui. Malheureusement, Et un petit non, peu quand même. Un petit peu. Vous êtes sénateur centriste du Tarn, président de l'Alliance centriste. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez signé une tribune la semaine dernière dans les colonnes de Marianne. Non, les Français n'ont pas à boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et vous développez évidemment votre pensée en expliquant qu'il y a finalement une rupture, on y reviendra en citant Julliard au début de votre tribune, une rupture entre les élites et le peuple. On en parlera avec vous dans quelques instants. Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Bonsoir. Bonsoir madame. Bah oui, bonsoir, monsieur. on dit bonsoir, vous avez Ah raison. oui. Mais pourquoi pas. Bonsoir Éric, vous êtes le directeur de la publication de l'hémicycle et vous êtes avec nous aujourd'hui, puis vous êtes un spécialiste des questions économiques. Merci en tout cas à vous quatre. Stéphane, commençons peut-être pour avoir un peu la méthodologie, le trend de ce sondage, la manière dont il a été réalisé et les dates évidemment à laquelle les Français ont été interrogés. Oui, c'est toujours bien d'avoir quelques données pour cadrer un petit peu les choses et c'est un peu la force de notre métier, de donner quelques chiffres qui cadrent les événements. Donc c'est une enquête toute chaude. Elle a été réalisée, vous le voyez ici, du 8 et 9 novembre, donc elle est encore brûlante et elle n'est pas encore diffusée. Donc effectivement, gardons l'embargo jusqu'à demain. C'est 1000 Français représentatifs de la population française sur les critères des quotas, 18 ans et plus. Et donc un échantillon représentatif qui est vraiment centré sur la première. On l'a fait quelques minutes, on a eu quelques minutes avant d'arriver ici. C'est vrai, elle est toute chaude, je confirme. Elle est toute chaude. Alors ce qui est intéressant, c'est de refaire un petit peu le point sur des idées reçues. On entend beaucoup de choses sur le boycott, sur le non. Ouais. Depuis des mois, on parle beaucoup de ce sujet. Oui, et puis je pense qu'on est dans un moment de très forte tension, de contexte en plus socio-économico-politique, environnemental, qui fait que les choses prennent des proportions beaucoup plus importantes dans ce contexte-là qu'il y a 12 ans, au moment où la décision de donner la Coupe du Monde au Qatar a été prise. 2 décembre 2010. Exactement. Donc vous voyez qu'en 12 ans, le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui est très différent. Mais on voit quand même, et ça c'est le premier indicateur intéressant, 48%, le chiffre exact c'est 48% des Français déclarent qu'ils vont suivre les retransmissions des matchs de la Coupe du Monde 2022. Donc on n'est pas dans une désaffection totale. C'est vrai que cette Coupe du Monde, on le sent, elle va avoir du mal à aller au-delà dans la conviction des publics d'aficionados. On voit que le chiffre, ceux qui aiment le foot, ils vont continuer à les regarder. 90% disent de toute façon on regardera. C'est 92%, même ceux qui sont très intéressés par le foot. En revanche, oui, parce que c'est du sport. C'est du sport. Et puis c'est pas le sujet. D'une certaine manière, on veut voir, comme vous le disiez, parlons sport, parlons football. Dans 2 semaines, il va y avoir des joueurs sur des terrains de football. Ça sera une fête sportive, un événement mondial. Le plus gros événement avec les Jeux Olympiques du football, du sport mondial. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser. Mais malgré tout, le score sur ceux qui ne s'intéressent pas au football n'est qu'à 24%. Or, on sait que des Coupes du Monde, comme celle qui a eu lieu en France, celle qui a eu lieu en 98, celle qui a eu lieu au Brésil, en Afrique du Sud, ont des événements qui ont conquis au-delà du public des aficionados.
Donc dans ce premier stade, on est dans cette espèce de réserve qu'on ressent, qu'on n'avait pas dans les événements précédents. Mais on sait aussi que l'intérêt pour la Coupe du Monde, il monte en puissance au fur et à mesure que la compétition évolue, et au fur et à mesure que l'équipe nationale qu'on suit fait un bon parcours. Il est fort possible que ce 48% monte à 70-80% si l'équipe de France a de bons résultats. Je précise que ce soir, parce qu'on est en direct, Deschamps va dévoiler la liste, non pas des 22, mais des 24 ou des 26. Sur TF1, en effet, Éric Revel. Stéphane, je vous ai coupé. Donc voilà, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, on sent qu'il y a une petite résistance qui est liée à deux éléments de notre point de vue. Premièrement, trois, je dirais même un effet de périodicité et de contexte socio-économique et politique. Et d'évolution aussi, ce que vous évoquez. D'évolution depuis 12 ans. Le deuxième élément, c'est certainement le pays, le Qatar en lui-même, qui crée un certain nombre de résistances, on y reviendra. Et puis, une périodicité de la compétition aussi, qui est décalée par rapport à ce qu'elle était préalablement, qui ne laisse pas ce temps de préparation à l'événement qu'on a pu avoir dans les Coupes du Monde précédentes. Peut-être d'abord une réaction, puis je voudrais vous entendre, Philippe Folliot, parce que votre tribune, elle frappe fort dans les colonnes de Marianne, c'était le 3 novembre dernier. Vous dites dès le départ, finalement, le peuple, la population est un peu prise en otage par une élite qui lui intime l'ordre de penser cela et de ne pas penser cela. Et ça suscite chez vous une certaine colère, finalement. Écoutez, tout d'abord, je pense que effectivement, tout un chacun n'a pas été associé au choix du Qatar. Le choix du Qatar a été fait par la FIFA il y a 12 ans, dans un autre contexte, comme vous l'avez dit, et qu'à partir de là, maintenant, on dise, et on essaye de finalement dire à nos concitoyens, ça serait moralement bien de ne pas regarder la Coupe du Monde de football, est quelque chose qui est insupportable. Et moi, je pense que chacun, en toute conscience, est à même de décider ce qu'il va faire. Certains vont décider de ne pas aller la voir et de ne pas la regarder à la télé, et c'est leur liberté, et je la respecte. Mais d'autres qui sont passionnés de foot, et j'en parle d'autant plus librement, parce que comme ça a été dit tout à l'heure... Vous êtes amical de rugby aussi, voilà, moi je suis passionné de rugby, je suis président de l'amicale parlementaire de rugby. J'étais au Stade de France pour France-Australie. Victoire des Français d'ailleurs. Très beau match et belle victoire. Et une très belle série de l'équipe de France du reste de rugby. Mais au-delà de ça, ce qui veut dire que je fais partie de ces Français qui regardent le foot de manière épisodique. Voilà. Et surtout l'équipe de France. Je regarde, pour ainsi dire, jamais la Ligue 1 et jamais Donc le vous foot. dites quoi, Philippe Folliot? Vous dites laissons aux Français la liberté de choisir et n'ayons pas du prêt à penser en leur imposant telle ou telle idée. C'est ça que vous dites. Je dis cela, et je dis aussi que je n'aime pas le deux poids, deux mesures. Quand il y a eu, il y a 4 ans, la Coupe du Monde en Russie, je veux dire, c'était 2018. Voilà, c'était 4 ans après l'annexion, la scandaleuse, illégale annexion de la Crimée, après le premier conflit en Ukraine. Et on n'a pas eu tout ce débat et tous ces appels au boycott qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et que donc, dans ce cadre-là, ce deux poids, deux mesures me dérange. Et d'ailleurs, vous l'évoquez très précisément dans votre tribune. Et vous faites cette comparaison entre la Coupe du Monde Russie 2018 et celle qui va démarrer dans quelques jours. Samira Djouadi, quand même, Fondation TF1, je précise quand même dans votre parcours, alors peut-être que je me trompe, mais vous avez été professeur de sport ou j'ai une bêtise? On est d'accord. Donc le sport est important pour vous en termes de valeur. Vous allez emmener, et ça c'est un élément très intéressant, vous allez emmener des jeunes, des quartiers, plus des jeunes autistes au Qatar. Et tout ça a été un processus pédagogique très long, très organisé, très structuré. Comment vous réagissez à ces polémiques-là, à ces bad buzz, en mettant des guillemets? Comment nous on réagit? D'abord, nous, je vais dire, on prend beaucoup de recul et de la hauteur, parce que comme vous l'avez bien dit, c'est un vrai projet pédagogique qui date depuis quelques années, auquel les enfants se sont embarqués pour comprendre, parce que l'idée, voilà, d'abord c'est un rêve, et puis on utilise les sports, parce qu'on sait tous que le sport est très fédérateur, quoi qu'il soit, pour leur apporter autre chose. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie culturelle dans notre projet, il y a une grosse partie citoyenneté, etc. Maintenant, comment on voit les choses? Moi, j'ai eu la chance d'aller à Doha pendant 4 fois cette année pour préparer justement ce projet. Et quand j'entends certaines choses, je me dis,
ces gens-là n'ont pas mis les pieds à Doha pour se permettre de dire certaines choses. Et je vais prendre l'exemple de la climatisation où on n'a pas arrêté de nous casser la tête avec ça. Je rappelle un peu l'historique. Au moment où on parle de la climatisation, c'était en 2012, en 2010, quand le Doha a la Coupe du Monde et qu'il était prévu que cette Coupe du Monde se fasse au mois de juin. Et effectivement, au mois de juin, c'est une catastrophe. Il fait 50 degrés, c'est pas possible, c'est humide, etc. Et 2 ans après, je pense qu'ils ont été assez intelligents de se dire « Oh là là, il va falloir qu'on fasse quelque chose et poussons cette Coupe du Monde au mois de novembre ». Et c'est pour ça que tous les calendriers ont été un peu mouvementés. Mais là, on parle d'une période où il va faire 25 degrés. À quel moment on met de la climatisation à 25 degrés? Donc arrêtons la folie, il n'y aura pas de climatisation, la climatisation elle aura lieu pendant leur championnat, ça ne concernera plus notre Coupe du Monde, et puis il faut arrêter, quand on part en vacances, on est bien content d'avoir de la clim dans les hôtels, etc., parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on a une température en Donc France vous dites, qui n'est pas... Samir, il y a un peu de mauvaise foi dans tout cela. Enfin, je veux dire, il y a des arguments et il y a aussi de la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi, il y a des arguments, hein, toutes les conditions de travail, c'est important, c'est très important, on le verra. et ça, c'est important de le souligner, mais il y a d'autres choses où, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'en faire des pataquès, alors que c'est presque un non-sujet, quoi. Je donne la parole à Éric Revel, mais Stéphane, comme ça me permet d'annoncer ce que vous allez nous dire. Vous savez, je mène ce débat comme ça à la baguette, mais sur la neutralité de ce type d'événement, événement planétaire. Éric, il y a un sujet quand même qui est très intéressant à travers ces événements. On parlera peut-être des JO si le temps nous le permet, mais ils sont parfois un peu dépassés par l'événement lui-même. C'est un événement sportif où il se passe de très belles choses sur le terrain. Parfois, ça dépasse finalement le cadre du sport. Comment vous regardez ce sujet, vous, Éric? Bon, d'abord, je trouve qu'on est dans un contexte en France, en Europe, particulièrement anxiogène. On sort d'une crise sanitaire, on a embrayé avec une crise économique forte, l'inflation, les questions de pouvoir d'achat. Donc, pour moi, un événement comme celui-ci, au-delà de ce qui a été dit et des critiques qui peuvent être formulées, c'est surtout une grande respiration pour les gens. C'est une grande respiration et un grand moment potentiel de communion si l'équipe de France va assez loin. Et ça, il ne faut pas le négliger, parce que dans l'état, me semble-t-il, social, dans l'état de fracturation de la société française, c'est important d'avoir des événements qui puissent fédérer, qui puissent amener de manière collective des gens à se passionner pour un événement, quel qu'il soit. Et celui-là... Donc restons centrés sur le ballon rond et ce qui se passe sur le terrain. C'est l'amour du maillot, l'idée de s'enflammer devant la télé. Bon, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que plus, vous l'avez dit, parce que je pensais évidemment tout de suite à cet argument, nonobstant la qualité du sondage, c'est que plus l'équipe de France va aller loin, plus évidemment les audiences vont exploser par définition. C'est toujours la même chose. Maintenant, il y a le regard qu'on peut porter sur cette Coupe du Monde. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure la Russie, avec Poutine qui venait d'annexer la Crimée. Mais plus loin encore, pour ceux qui sont un peu plus âgés, moi, je me souviens d'une Coupe du Monde. Alors, je ne fais pas de parallèle et je ne fais pas de comparaison. Mais quand l'Argentine avait 78, avec les Britanniques, avec M. Videla, qui était au pouvoir, qui torturait ses opposants. J'avais pas entendu toutes ces bonnes âmes se lever d'un seul tenant pour dire c'est un scandale, nous n'y allons pas, vous voyez. Bon, donc il y a le contexte social qui fait que les peuples, et le peuple français et les peuples européens, pour ne parler que de ce vieux continent, a besoin de respiration. Il y a les comparaisons qu'on peut faire, et puis il y a l'idée que cette équipe de France, puisqu'on est en France et qu'on va la soutenir, plus elle va aller loin, plus les audiences vont être formidables, et plus en fait les gens vont être heureux, jusque y compris d'ailleurs les politiques, parce que vous savez, les politiques dans un pays, vous vous souvenez de Jacques Chirac qui avait fait bleu, blanc, beurre. Bon, tout ça en fait c'est black, blanc, beurre, c'est de la cohésion sociale, c'est de la cohésion sociale, et ça n'a pas de prix, ça ne se décrète pas. Rappelons que Jacques Chirac ne se souvenait pas des noms des joueurs. Oui, vous vous souvenez, ce petit truc un peu incroyable. Bon, voilà, donc tout ça, cherchait les noms des joueurs, mais bon, il n'y a pas beaucoup de moments où on peut être ensemble, vrai. Où on peut oublier ce qui nous divise. Et un événement comme celui-ci, c'est le cas. Il y aura aussi les Jeux Olympiques, bien sûr, en France, en 2024. Et voilà, c'est des événements comme ça
qui peuvent nous rassemble. permettre de faire société. Il y aura la Coupe du Monde de rugby entre-temps qui Bien aura sûr. lieu Bien sûr, l'année monsieur le prochaine. sénateur. ce n'est pas Et oublié. j'étais sûr que vous alliez parler de rugby un petit peu. Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de rugby, le sénateur du Tarn. Stéphane Truchy, cette question qui a été posée aux 1000 Français, le sport, un terrain qui doit rester neutre. Et je trouve que cet Ouais. item-là est très intéressant et qui vient faire écho à ce que nous disent nos C'est invités. effectivement intéressant, ça repartait un peu sur l'idée, arrêtons de politiser tout, arrêtons peut-être de donner une consonance, en tout cas idéologique à tout, c'est du sport. C'est du sport. Et donc, il y a quand même une certaine forme de conscience que le sport, il est universel. On le voit dans cette question. Direz-vous que vous êtes d'accord ou pas que le sport doit rester un terrain neutre, sans influence politique et pour unir les nations? C'est 85%. Donc, l'utilisation, la récupération n'est pas ce que les Français veulent entendre. On le voit ici. Et c'est à la fois, c'est encore plus fort chez les femmes, 80%. Philippe Folliot. Et c'est vraiment un élément important. Excusez-moi d'insister parce que je vous ai posé la question au début de l'émission, mais juste pour revenir sur votre texte, ce qu'on entend là sur la neutralité, ce sport, c'est du sport et doit rester du sport. Vous quand même, vous êtes très sévère à l'égard de ces élites. Écoutez, C'est quoi l'idée de fond? C'est que vous n'avez pas supporté que certaines élites, vous dites d'ailleurs qu'ils ne sont même pas concernés et qui ne s'intéressent pas au sujet, donnent le prêt à penser. C'est ça qui vous a mis en colère. d'une part, et puis c'est le fait, et ce qui me pose problème, c'est que, somme toute, on met un cadre d'un politiquement correct, qui est une chose en ce moment. Mais moi, je puis vous dire que tous ceux, et quelques-uns ont réagi négativement par rapport à cette tribune. Mais si l'équipe de France est championne du monde, ben, ce seront les premiers à être là pour applaudir, pour dire bravo, etc. Et c'est extraordinaire, avec tout ce que cela représente. Je crois qu'il ne faut pas oublier la dimension éminemment populaire du sport et le fait que ça puisse transcender un certain nombre de choses. Et effectivement, dans un contexte anxiogène, avec tous les problèmes qu'il y a, le fait pour nombre de nos concitoyens de se retrouver les soirs de match, entre amis, en famille, etc., faire une petite soirée avec le match en perspective de l'équipe de France ou d'autres matchs du reste, ben, c'est un élément important. Et c'est un élément essentiel. Et je crois que personne ne peut s'octroyer le droit de dire à tout un chacun ceci c'est bien ou c'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les difficultés et les problèmes qu'il peut y avoir au Qatar. Ça ne veut pas dire qu'au regard de tout ce qui a été mis en avant par rapport à la construction des stades et au reportage qu'on a pu voir sur une forme d'exploitation d'un certain nombre de personnes venant de pays d'Afrique ou d'Asie et qui est profondément scandaleuse et choquante. Mais pour autant, par rapport à l'événement lui-même, tout un chacun n'a pas décidé que c'était là, et je ne verrai pas au nom de quoi on va imposer à chacun une conduite par rapport à cet événement. Je vous lis, le 2 décembre 2010, quand le comité exécutif de la Fédération internationale de football avait précisément rendu publique sa décision, jusqu'à preuve du contraire, le supporter lambda n'a guère pesé sur ce choix final, ni encore moins pris part au vote. Mais on l'invite, dites-vous, à renoncer à suivre ce tournoi, désormais honni, au risque de se transformer en odieux complice d'un régime politique infréquentable, sauf quand il achète, dites-vous, des places au Paris Saint-Germain. Qui rachète le club. Et qui rachète le club. J'aimerais qu'on poursuive sur le sondage, parce qu'il est riche d'enseignements, ce sondage, et j'aimerais vous le faire commenter. Les Français, pour une plus grande diversité de l'organisation des grands événements sportifs, dans le sens de la diversité géographique. Et ça, c'est intéressant, Oui, Stéphane. je pense que c'est un autre phénomène intéressant. Le football, c'est un sport universel. C'est un sport mondial. Il est pratiqué par toutes les classes sociales, dans toutes les régions du monde. C'est le premier sport mondial. Et les Jeux Olympiques, de la même façon, sont des événements qui vont au-delà des frontières et qui ne doivent pas être réservés à certains espaces géographiques du monde. Et je pense que c'est une des grandes évolutions qu'on avait déjà dans les Jeux Olympiques qui ont été portées. Mais le fait que la Coupe du Monde soit allée en Afrique a été un vrai moment de fête. D'une fête dans le continent africain. Quand on est allé en Asie, ça a permis à l'Asie de découvrir ce qu'était le football et de développer le football en Asie. Je pense que là aussi, le Moyen-Orient est une terre de conquête pour le développement du football dans le monde, et c'est tout de suite une occasion d'ouvrir ces pays du Moyen-Orient qui sont plus fermés à cette ouverture internationale. C'est peut-être aussi un effet bénéfique. Juste, quand j'ai préparé l'émission, on a discuté, évidemment, c'est toujours intéressant de creuser. Et c'est un argument, Samira Djouani, que vous évoquez. Vous dites,
c'est aussi l'opportunité pour des pays qui étaient peut-être coupés du football de s'ouvrir et de aussi s'ouvrir sur d'autres manières finalement, d'autres manières de vivre finalement presque. Exactement. Moi, je suis persuadée, vous parlez de l'Asie, moi j'étais à Séoul en 2002, mais c'était une marée rouge de gens, alors que ce n'était pas du tout leur culture, hein, le football. Et pourtant, ils sont allés loin, portés par le pays d'ailleurs. Hein. Moi, j'étais même moins impressionnée, alors qu'on s'est dit, oh là là, on va voir aucun Coréen parce que ce n'est pas du tout leur culture. Eh bien non, pas du tout. Et effectivement, moi, je suis persuadée, grâce au sport, hein, parce qu'on le sait, c'est fédérateur, qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, si on pointe Doha, on pointe le Qatar sur ces problèmes-là, mais je dirais merci au sport. Merci parce que c'est grâce au sport que ces pays qui sont enfermés sur eux-mêmes, etc., aujourd'hui n'ont plus le choix de se dire on doit changer notre manière de faire, on doit changer notre manière de travailler parce qu'on était dans l'entre-soi, on était dans notre propre fonctionnement. Mais si on veut aller sur la plateforme internationale, eh ben, il va falloir mettre des règles. Sauf que ces règles, nous, ça fait longtemps qu'on les a adoptées, ça fait longtemps qu'on les a mis en place. Eux, ils démarrent. On est en train de comparer des gens qui démarrent, hein, c'est comme une course. Hein. Vous me demandez de partir à la ligne d'arrivée, et puis l'autre, vous lui demandez de partir à 800 mètres devant moi. Ah bah ouais, pour le rattraper, ça va être chaud. Hein. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, eh ben moi je suis bien fière qu'un pays comme le Qatar soit organisateur de cette Coupe du Monde parce que ça va lui permettre de se remettre en cause positivement. Alors oui, il y a du chemin, mais il faut laisser le temps au temps. Et je pense que si elle avait envie de se cacher, eh ben, les caméras du monde entier seront braquées sur le Qatar. Donc on ne peut pas vouloir avoir toutes les caméras du monde et en même temps se cacher dans... Donc tant mieux parce que du coup, elle ose se mettre en lumière alors qu'elle sait très bien que les conditions de travail ne sont pas les mêmes que tous ces pays voilà, européens, américains, etc. Donc je dirais, mais accompagnons ces pays-là pour justement, soyons plus intelligents en disant, les accompagnant en disant, voilà, si vous voulez être sur la scène internationale, il y a des choses à mettre en place, mais il faut laisser le temps au temps. Éric, ce que dit Samira, c'est que le football et le sport de manière générale, mais le football en particulier, c'est aussi un outil de transformation, d'évolution sociétale. Vous entendez cet argument ? Oui, j'entends, parce que ça veut dire que le monde entier rentre dans un endroit qu'on ne connaissait pas par définition, et ça va être le cas pour le Qatar. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que c'est intéressant ce chiffre de 63%. De Français qui réclament finalement une diversité géographique pour l'organisation des grands événements. Mais là, il faut aussi préciser une chose, c'est que ça demande des compétences et des moyens. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques chiffres en tête concernant le Qatar qui m'ont frappé. Alors tout ça s'inscrit dans un vaste plan de développement dans l'investissement même. Dans l'investissement, jusqu'en 2030, c'est 200 milliards de dollars d'investis. Jusqu'en 2030, ça s'appelle le plan 2030, où on construit au Qatar des hôtels, des lignes de métro, des routes. Enfin, on a l'impression que le pays va naître ou va renaître. Ce qui revient à ce que nous dit Samira, c'est que c'est un pays qui sort de terre. 7 stades de football construits. Il y en a un à l'origine, pardonnez-moi, dont j'ai oublié le nom, il va y en avoir 8 en tout. L'investissement stade stricto sensu, ça doit être entre 8 et 10 milliards de dollars. Donc, bien sûr, diversité, mais pour un pays qui n'avait pas des infrastructures suffisantes, ça veut dire aussi un effort financier. Ça veut dire que la diversité géographique pour organiser des grands événements, elle n'est pas forcément donnée à tout le monde. C'est-à-dire que le jour, au-delà de tous les problèmes qu'on peut imaginer, que l'Afrique organisera, par exemple, alors il y a eu des CAN, il y a eu des coupes africaines des nations, mais voilà, ça demande des moyens, ça demande une organisation millimétrée, parce que la FIFA, évidemment, elle demande à ce qu'on respecte ces règles. Donc, diversité géographique, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Vous en pensez quoi de ce sujet-là ? Parce que je veux bien que les événements sportifs restent des événements sportifs, mais même nous, finalement, on élève le débat et on dit à travers le sport, à travers le football, à travers les JO, c'est aussi la possibilité pour un peuple, pour une économie, pour un pays, de se transformer. Vous adhérez à cette idée-là, Philippe Folliot ? Tout à fait, mais le Qatar est un pays qui est un pays anachronique à certains égards. Parce qu'il y a 50 ans, il y avait très peu de population, c'était un désert, il n'y avait rien, un des pays les plus pauvres du monde. Et avec le gaz, je veux dire, en 2 générations, ce pays est passé des plus pauvres du monde au pays le plus riche du monde par habitant. Par habitant, oui. Et avec un élément très particulier, c'est que 85% des personnes qui vivent au Qatar sont des étrangers. Il n'y a que 15% de Qataris.
Donc, et avec un système éducatif, etc., très développé pour les Qataris, avec une différence très fondamentale et très forte entre les nationaux et les non-nationaux. Ce pays est un pays qui n'avait pas de culture footballistique. Je veux dire, les résultats de l'équipe nationale du Qatar... Rappelez-vous du Koweït, on se souvient de l'équipe du Koweït qui était engagée dans la Coupe du Monde. Enfin, il faut rappeler que ce pays était d'une bonne équipe au demeurant. Michel Hidalgo. Oui, je me souviens. Non, mais il faut resituer. N'était pas une nation majeure et n'est toujours... Et l'émir, je ne voulais pas rappeler cette scène, l'émir et les commentaires, sur le terrain, oui. et les commentaires du journaliste présentateur de l'époque. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que ce choix a surpris à l'époque, surtout que c'était un second tour entre les États-Unis et le Qatar. On ne va pas revenir sur ces éléments. Simplement... Donc il y a de la géopolitique dans le sport, enfin à travers ce que vous nous dites. Mais c'est tout à fait évident. Oui. Et puis ensuite, qu'il y ait une volonté de la part de la FIFA de dire on va essayer de faire de telle sorte que la Coupe du Monde ne soit pas toujours au même endroit et soit dans des pays où finalement il n'y avait pas eu de grands événements organisés, c'est quelque chose de légitime. Il y a eu la même chose en rugby. En 2019, la Coupe du Monde au Japon. Parce que le Japon n'était pas un pays avec une grande culture... Une bonne équipe de rugby, oui, quand même. mais qui a progressé. Mais qui a progressé d'ailleurs à l'issue de cette Coupe du Monde. Et l'image du rugby en Asie c'est vrai. a évolué par rapport à cet événement. Donc je crois que c'est, somme toute, une fois que la décision a été prise, il faut l'assumer dans ce domaine comme dans d'autres. Parce que c'est trop facile de prendre des décisions et puis après de dire « oh non, mais etc. etc. » Juste, je donne la parole à Stéphane Truchy parce que la suite du sondage est passionnante sur la manière dont le Qatar peut bien ou mal organiser cet événement planétaire. Mais quand même, n'oublions pas, vous emmenez ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes de 10 à 14 ans? Parce que je n'ai pas donné la tranche d'âge, mais je crois que c'est la tranche d'âge de ces jeunes que vous emmenez. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de tout ça? Parce qu'ils sont connectés au monde, les jeunes, ils ont un téléphone portable, ils écoutent les informations. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de tout ça? Eh ben, tout à fait, parce que bien sûr, à la fois, ils sont informés, et nous, on les informe, ce qui nous permet d'aborder les questions géopolitiques. Oui. Ça fait partie aussi... C'est de la pédagogie. C'est de la vraie pédagogie. Alors, et effectivement, on a eu plusieurs débats comme ça sur tout ce qui se disait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Oui. Alors, eux, ils ont cette chance, c'est qu'ils vont pouvoir y aller et pouvoir voir de leurs propres yeux. Mais c'est hyper intéressant qu'ils ne soient pas novices aussi. C'est intéressant aussi de comprendre. Informer, oui. Voilà, d'informer, d'être informé, de comprendre. Nous, quand on est allé en Russie en 2018, on leur a parlé de l'URSS. Ils nous ont regardé en disant, mais c'est quoi? Loin, hein. C'est très loin, quoi. Ouais. Là, quand on a commencé à leur expliquer l'histoire de la Russie, non, mais c'était passionnant, quoi. Et c'est ça aussi, c'est ça, je dirais, la force du sport, quoi. C'est de pouvoir apprendre, et toutes ces questions géopolitiques sont hyper intéressantes aussi, quoi. Sans dévoiler les secrets, parce que peut-être que ces jeunes sont en train de nous regarder, mais vous leur réservez des petites surprises, ils vont pouvoir aller, je sais pas, faire une photo avec l'équipe de France. Il y a des petits moments comme ça, parce que c'est quand même, on n'oublie pas ça, une photo avec Giroud, avec tout à fait. quelques autres. C'est prévu. En plus, le hasard a fait que notre hébergement est à 5 minutes de celui de l'équipe de France. Le hasard. Le hasard. Ouais, oui. Donc du coup, effectivement, donc voilà, ils vont. Et puis surtout, c'est moi ce que j'aime dans ces coupes du monde, dans ces événements internationaux, c'est ces personnes qui viennent du monde entier, quoi. D'ailleurs, je le dis souvent, le seul moment où on peut prendre quelqu'un et l'embrasser, c'est dans le sport. C'est vertigineux. On va dans un autre événement, mais les mêmes personnes, on va se regarder bizarrement en disant, mais qu'est-ce que tu veux, quoi. Alors que là, on va s'enlacer, on va crier ensemble, on va chanter ensemble, etc. Les murs tombent là. Voilà, les murs tombent, et ça, c'est magique. Un mot, Eric, où on avance un peu sur le sondage, peut-être. Stéphane Truchy, quand même, la confiance à l'égard du Qatar pour bien organiser cette Coupe du Monde qui aura lieu le 21 novembre prochain. Alors, résultat? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, je pense que le buzz médiatique joue son effet à plein. Il y a quand même buzz médiatique et toute une série d'éléments qui sont mis en avant. Le disait, on ne peut pas nier un certain nombre de choses qui ont été largement dévoilées, en permanence répétées chez ces événements, fait qu'il y a quand même une confiance qui est relativement limitée. Il y a une position un peu attentiste. Ils ne savent pas trop. Vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur la confiance accordée au Qatar? C'est partagé. C'est un Français sur deux. C'est vrai que quand on est sur ceux qui sont intéressés par le foot, la valeur du sport reprend le dessus et ils sont plutôt, eux, plus satisfaits en disant, finalement, une compétition de sport, c'est une compétition de sport. On verra des matchs, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Donc eux, sans plus. Mais on sent bien qu'il y a quand même, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça ne fédère pas encore très fortement au-delà du public des aficionados, de ceux qui aiment le sport.
le football. Et on le ressent aussi dans cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a une petite prudence, quand même une petite résistance. Est-ce qu'ils vont savoir organiser? À la fois parce que c'est un pays de 3 millions d'habitants, parce qu'il n'y a pas de cette culture du football, parce qu'on a vu qu'il y avait toute une série d'éléments qui perturbent. On le verra tout à l'heure sur ce qui pourrait justifier les raisons du boycott. Mais d'une manière générale, il y a là, on sent situation une d'attente. résistance. Éric Revel et Philippe Folliot et Samira Djouani, tout le monde veut parler. Je le trouve très intéressant parce que ça montre quand même qu'un pays qui n'a jamais organisé un événement planétaire comme celui-ci prend un risque considérable. Pourquoi? Parce que je vous parlais du chiffre de 200 milliards de dollars. De ce grand plan. Parce que derrière la rente gazière, il y a, avec l'évolution des énergies fossiles, etc., il y a aussi pour le Qatar l'obligation de reconvertir son économie dans autre chose, et notamment dans une économie touristique, d'où la construction de ces hôtels, de ces routes, de ces lignes de métro. Mais l'enjeu est déterminant pour le Qatar, parce que... En termes d'image. En termes d'image, parce que si ça se passe très bien, eh bien les investissements vont avoir des retours sur investissement colossaux, c'est-à-dire que les gens vont avoir envie de découvrir le Qatar. Si ça se passe mal, au contraire, alors tout ce qui a été investi ne trouvera peut-être pas le même écho. Ce que je veux dire, c'est que au-delà des questions géopolitiques, il y a aussi pour ce pays, me semble-t-il, une prise de risque. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit millimétré, il faut que tout soit parfaitement à l'équerre. Sinon, tout ce qui a été investi pour l'après-gaz n'aura pas de suite. Oui, parce qu'il y a ou moins de suite. Une stratégie de l'après-gaz. Bien sûr. Philippe Folliot, dans l'ordre, et Samira Djouani. Faisons preuve d'humilité. Quand on a vu la façon dont nous avons été capables d'organiser la dernière finale de la Coupe d'Europe de football au Stade de France, avec des Britanniques qui, pour certains, ont porté plainte. Nous devons faire preuve d'une grande humilité par rapport à cela. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas la capacité de faire, parce que voilà, il y a d'autres matchs et d'autres. La Coupe du Monde, le championnat d'Europe plutôt en 2016, c'était très bien passé. Peut-être moins bien finalement sur un plan sportif, mais en termes d'organisation, il n'y avait pas de difficulté. Donc faisons crédit d'intention au Qatar. Ce que je voulais simplement dire, c'est que après ces événements grotesques qui n'ont pas servi la France, les événements du Stade de France, c'est pas ça qui empêchera, à mon avis, pour la France de continuer d'être la première ou deuxième destination touristique dans le monde. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que les investissements qui ont été consentis au Qatar, le pays joue gros. L'enjeu est fort, l'enjeu est puissant. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas compétent pour juger ce qui va se passer ou pas se passer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un Français sur deux, le sondage IFOP fiducial, montre bien que si on veut donner une autre image, si on veut attirer du monde pour découvrir ce beau pays, il faut que tout soit millimétré au cordeau. Quoi. Pour inverser ces pressions maximales sur un pays qui organise une Coupe du Monde. Pression maximale. Tout doit être parfait. Stéphane Struchy et Samira Djouani, que je n'oublie pas. C'est sûr, je rajoute un petit peu, c'est sûr que la crédibilité de pays européens ou de pays d'Amérique du Nord, par exemple, elle est évidente. Quand on s'appelle Qatar, qu'on a la taille du Qatar, 3 millions d'habitants, et qu'il faut organiser un événement mondial, c'est vrai que c'est tout à fait logique. Il y avait d'ailleurs ce genre de réticence sur l'Afrique du Sud, où il y avait toute une série d'éléments de réserve sur la capacité de l'Afrique du Sud. Jusqu'à une semaine avant le départ de la compétition, on s'interrogeait sur le fait que les stades soient prêts. Le bus de Kishna. Mais il y avait encore rappeler ces souvenirs horribles pour l'équipe de France avec ces joueurs qui ne voulaient plus descendre du bus. Vous vous rappelez que ça s'est passé comme ça. Samira Djouani. Alors moi, je dirais que moi je suis très confiante. Alors d'abord parce que je suis allée sur place. Oui, parce que ça c'est important. Et c'est important parce qu'effectivement, on se dit... Mais rien que sur la climatisation, vous nous dites là en plateau, il fera 25, donc ce débat de la clim, il n'a pas lieu. Arrêtez. Et effectivement, moi je pense qu'au contraire, de ce que j'ai vu et de ce que je ressens, ça va être une des plus belles Coupes du Monde. D'abord parce que... Qu'est-ce que vous avez... D'abord parce qu'on parle d'organisation. Rappelez-vous, le scandale, il n'y aura pas assez d'hébergement. Presque si on allait planter nos tentes au bord de la plage parce qu'il n'y a pas d'hébergement. En tout cas, ils ont été assez intelligents, puisque moi, j'ai participé, j'ai dû réserver mon hébergement. Oui, il n'y a pas beaucoup d'hôtels comme les autres pays où il y a eu des Coupes du Monde, mais ils ont été assez intelligents pour, il y a 5 ans, de prompter des immeubles qui ont été construits par des propriétaires en leur disant
on vous récupère vos immeubles, bien entendu moyennant un loyer. Je pense qu'il y en a qui sont énormément enrichis ces 5 dernières années, pour qu'on puisse les utiliser pour nos fans. On les met à neuf, on les fait gérer par des entreprises qui savent faire ça, et on vous les rend pas en février. inintéressant pour le propriétaire. Donc résultat des courses, tout le monde a un logement. Nous, on est dans des immeubles qui sont devenus des espèces d'appart-hôtels en fait. C'est ça. Donc ça, c'est hyper bien organisé. Je vois moi juste la partie administrative, les visas, les cartes AIA, les machins, etc. Mais c'est d'un carré extraordinaire. Moi, j'ai reçu mes cartes au bout d'une semaine d'inscription. Je recevais par DHL individuellement chaque carte avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir se présenter demain à l'aéroport. Donc je pense qu'au niveau organisation, ils nous ont donné une sacrée leçon d'organisation. Alors je suis d'accord avec Philippe Folliot. Critique, attention à l'espèce d'arrogance parfois qu'on peut avoir. Mais moi, je pense qu'on va être beaucoup surpris par les choses qui ont été mises en place. Moi, je peux vous dire qu'ils ont été même très loin, parce qu'effectivement, c'est un petit pays, ils ont peur des bouchons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les cours. Les écoles ont terminé à partir du 15 novembre. Il n'y a plus école à Doha. Donc là, les élèves ont le sourire. 1er janvier. Non, parce qu'ils ont eu cours au mois d'août. Ils ont rattrapé. Non, je Tout souriais. ça, pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur des bouchons, des parents qui déposent leurs enfants devant les écoles. Et donc, ils ont essayé de tout fluidifier de manière à ce qu'il n'y ait pas justement cette cohue de gens, etc. Donc je pense qu'on va être très surpris par une super organisation du Qatar. Pour boucler en quelque sorte la boucle, on a une quarantaine de minutes de ce débat. On en a encore une dizaine. Boycott ou pas de la Coupe du Monde, Stéphane Truchy, ça c'est un autre élément important de ce sondage, évidemment. Oui. On dévoile les chiffres avec vous. Alors, il y a effectivement, je parlais tout à l'heure de l'effet de contexte. Il y a un effet de contexte particulièrement chargé, à la fois parce que, vous le disiez tout à l'heure, contexte économique, inflationniste. Donc on est dans une époque un petit peu de restriction, dans une période de moins. Et c'est vrai que du coup, il y a un côté, et aussi toute cette remise en question de la richesse. Aujourd'hui, on sait que ça fait partie des grandes tendances sociologiques. Le Qatar, c'est un État riche. Il y a une image du Qatar qui pèse dans un contexte inflationniste, sociologique et économique et politique qui est particulier. Et c'est vrai que tout cela joue négativement dans le sens d'une posture négative, plus un effet de buzz qui vient aussi influencer, ne le nions pas, la perception du grand public, qui est de toute façon influencée par nature. Et donc on voit bien qu'ici, cet effet de perception du Qatar, globalement, joue en sa défaveur en tant que pays. Et on le revoit ici sur l'idée d'une part de non négligeable de personnes qui sont favorables au boycott. Là, on a mis le chiffre des aficionados parce que c'est ceux, effectivement, qui se déclarent spontanément les plus favorables, puisqu'on en a 56% qui se déclarent défavorables à l'idée du boycott. C'est vrai que quand on regarde la population dans son ensemble, c'est 61% qui se déclarent favorables au boycott. Et on voit que dès lors qu'on est aficionados, on a moins envie. Donc il y a un effet là quand même. Les passionnés, ils vont finalement accepter. Ceux qui sont moins proches du sport vont être beaucoup plus sensibles à l'effet de halo négatif qu'il y a dans un contexte, encore une fois, je le précise, qui est plus globalement défavorable. On passe d'une période où l'effet climatique a été particulièrement ressenti par les Français. Et on est en plein dedans. Et tout ce qui est dit autour de la climatisation, du fait qu'on construit des stades énormes pour une population de 3 millions d'habitants et qui ne seront pas réutilisés derrière, tout ce contexte-là, contexte un peu de gâchis qui est perçu comme ça, est entré dans la tête d'un certain nombre des Français que nous avons interrogés, qui du coup, pour une majorité, se déclarent favorables au boycott, même si cette opinion n'est pas partagée par les aficionados de football. Juste d'un mot, parce que j'aimerais qu'on poursuive pour terminer notre sondage. Je le rappelle, il est exclusif, c'est un stud radio fiducial IFOP, dont les chiffres seront dévoilés dans leur intégralité demain. Vous êtes allés sur place, parce qu'il y a ce débat de la climatisation, il y a quand même beaucoup d'idées reçues. Quand même. On a lancé ici en France quand même pas mal d'idées dont vous tordez vous-même le cou là ce soir. Complètement. Je pense qu'on n'a fait que parler de choses pratiquement inexistantes, en tout cas qui existaient au moment où il y a eu l'obtention de cette Coupe du Monde. Mais après, on s'est arrêté sur ça et on n'a pas compris. En tout cas, je pense que le Français, il n'a pas envie d'entendre aussi.
Je pense qu'on doit être les champions du monde, nous, du boycott. C'est une espèce de truc qu'on aime bien faire pour se faire remarquer. Et puis après, ça va faire comme un espèce têtu, on est un peu borné. voilà, de soufflet qui va tomber. On aura oublié tout ce qui s'est dit auparavant. Je pense qu'on doit être, nous, exemplaires par rapport à ça. Parce que je pense qu'on n'est pas tout clean, nous non plus, parfois. Éric Revel, vous vouliez intervenir pour terminer Ce qui le serait sondage avec intéressant de Stéphane. savoir d'ailleurs, c'est quelle est la perception d'autres nations, d'autres peuples européens, par exemple, pour parler de cela, sur cette Coupe du Monde au Qatar. C'est-à-dire, est-ce que c'est une spécificité? On a quelques scores européens qui sont Les assez Allemands, homogènes avec ceux de la France. On n'a pas de score. Les Allemands, il y a quelques pays qui montrent des résultats très très homogènes par rapport à cela. On n'a pas fait cette enquête aux États-Unis, en Amérique du Nord, on ne l'a pas faite en Amérique du Sud, on ne l'a pas faite dans les pays d'Asie non plus. Mais en Europe, la posture est assez homogène. Et puis, juste une précision aussi, je crois me souvenir que, puisqu'on parlait de climatisation et de degrés à Doha, c'est que je crois que l'intégralité ou quasiment l'intégralité de la climatisation et des sources d'énergie utilisées, c'est du photovoltaïque. Donc, ce n'est pas de l'énergie fossile. Le photovoltaïque, il n'a pas le même bilan carbone qu'un groupe électrogène ou que du gaz utilisé. Éric Revel, et on va terminer le sondage, mais quand même, c'est un sujet de fond. Ce bad buzz, ces discussions médiatiques, ces articles de presse, parfois négatifs, souvent négatifs, est-ce qu'on peut aussi dire que le Qatar aurait dû réagir autrement, peut-être plus communiquer, comme le fait d'ailleurs Samira sur le plateau, parce que découvrir par exemple qu'il ne fera que 25 degrés et que donc de fait on ne mettra pas la clim, tous ces sujets de communication, est-ce que vous pensez que les choses ont été bien emballées ? Moi, je pense qu'ils ont été emportés par ça. ça. Moi, je pense qu'ils ont été dépassés. Ils ne s'attendaient pas à ce que... C'est ça. Je pense que si on leur pose la question, peut-être qu'ils n'auront jamais demandé cette Coupe du Monde. Ils ne pensaient pas que ça allait faire une espèce de boom. C'est le débrief, en fait. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils sont dépassés par ce renvoi négatif. Et sûrement surpris, d'ailleurs. Et surpris, je pense. Mais, Éric Revel, peut-être Philippe Folliot, mais sur la manière dont finalement un pays, là en l'occurrence c'est le Qatar, mais peut aussi apporter des arguments pour contrer, pour évoquer, pour expliquer, pour faire de la pédagogie finalement. Oui, alors la difficulté, c'est quand vous avez un vent très fort qui se lève, c'est très difficile en réalité. Donc après, il faut choisir le moment en termes de communication, etc. Mais il y a quand même quelque chose, à mon sens, de très positif dans tout ça pour le Qatar. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez dans les États du centre des États-Unis, il y a des gens qui ne savent pas, des Américains, où se trouve la France. Non. Bon. De loin l'Europe, comme ça. Voilà. Bon. D'ailleurs, parfois, un président américain confond l'Irak, l'Ukraine. Enfin, vous voyez, c'est un peu mélangé. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, que ce soit un bon buzz ou un mauvais buzz, en fait, tout le monde aura entendu parler du Qatar. C'est vrai. Tout le monde aura entendu parler du Qatar. C'est la phrase, un good buzz ou bad buzz, finalement, on parle du Qatar. Donc, en réalité, après, ça va dépendre de ce qui va se passer à cette Coupe du Monde, la façon dont ça va se dérouler. Mais de toute façon, je pense qu'il y a des centaines de millions de personnes, sans doute, qui ne connaissaient pas le nom, qui ne savaient pas où le situer, et qui vont le découvrir. C'est ce que dit Samira. Et donc, à revers de tout ça, à charge évidemment du Qatar, maintenant qu'il va entraîner des visites, de l'intérêt, etc. Ce que disait tout à fait justement Samira, c'est que le pays va être obligé de peut-être modifier un peu ses règles, sa façon de voir, sa façon d'être. Et tout ça, me semble-t-il, ça va dans le bon sens. Mais le Qatar, il y a plein de pays qui ne le connaissaient pas et qui, à mon avis, l'ont découvert. Stéphane, on termine. J'aimerais qu'on se quitte après ces éléments de sondage que vous allez nous dévoiler pour qu'on le prolonge aussi avec les JO, puisque c'est intéressant de faire la passerelle sur des événements mondiaux et peut-être parler d'écologie, des enjeux qui attendent Paris, parce que Paris sera aussi sous le feu des projecteurs et sera aussi sous pression d'une certaine manière. Terminons sur ce sondage. Oui, la dernière question que je voulais vous présenter, c'est les raisons du boycott. Auprès de ceux qui disent je pense je suis favorable au boycott, on a demandé quelles étaient les raisons majeures. Alors, il y a une question intéressante, et je pense que vous l'avez abordée tout à l'heure, Samira, c'est la question du traitement des personnes qui ont travaillé. Je pense que cette idée du RSE au sens du respect du travail, du travailleur, sociétale la responsabilité et environnementale sociale, là, en l'occurrence, on a vraiment là quelque chose. C'est le premier point. Très majoritairement, c'est important l'écart. C'est vrai que l'enjeu écologique, on parle beaucoup de l'enjeu écologique, mais qu'on voit qu'il arrive là qu'en troisième position, si on considère que l'enjeu des inégalités hommes-femmes et du traitement de l'homosexualité, si on les cumule, ça fait 22%. L'enjeu du climat n'est repris que par 18%, je dirais alors que ça a été tellement poussé. Donc il y a quand même là une distance entre l'enjeu RSE, respect des mais vous gens notez qui ont l'écart travaillé, finalement entre les droits humains et la question d'écologie.
Et enfin, on a le fait que beaucoup d'argent a été dépensé, mais ça, on est toujours dans cette idée de la posture un peu de prudence, de réserve, dans un contexte d'une économie fragile et d'un pouvoir d'achat fragilisé. Il y aura un championnat d'ailleurs ou pas? Excusez-moi Samira, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, je voudrais que vous nous le reprécisiez, parce qu'il y a un débat sur ces stades ne seront pas utilisés. Faux, Si, parce sûr. qu'ils vont être utilisés. Non, Ils mais vont c'est être important de le utilisés. réentendre. Certains vont être offerts à certains pays d'Afrique, mais bien entendu, les autres vont être utilisés pour leur championnat, bien entendu. Ça vous évoque quoi, Philippe Folliot, ce débat, tant sur la manière de la communication d'un pays qui tout d'un coup se retrouve dans une sorte de grande tempête, que les chiffres, le regard des Français sur les raisons de ce boycott? Non, mais ce regard, il est lucide. Je veux dire, il n'y a pas de débat par rapport à cela. Je dis simplement que par rapport à l'élément de boycott, moi je répète, je respecte celles et ceux qui choisiront de ne pas regarder la Coupe du Monde. C'est leur droit, c'est leur liberté. Simplement, je pense que personne n'a le droit de s'arroger le fait de leur dire c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Et cette dimension moralisatrice que peuvent avoir certaines élites par rapport à nos concitoyens est quelque chose qui est insupportable. Que donc, dans ce cadre-là, il y a une responsabilité individuelle qu'a chacun de dire je regarde pas, j'y vais pas. Sa liberté de conscience. Et c'est un élément essentiel. Après, je crois qu'il y aura 2 temps. Il y a le temps avant le début de la compétition et il y aura le temps de la compétition. Pendant la compétition, tout ceci sera probablement relativement effacé ou complètement oublié. Le sport reprendra ses droits. Reprendra ses droits et c'est l'élément important. Philippe, je vois, parce que vous n'avez pas pu vous empêcher de parler d'Albert Camus, l'Algérois, parce que cette phrase, je vous la lire, parce qu'elle est dans la tribune. Il adorait le foot. J'appris tout de suite qu'une balle ne vous arrivait jamais du côté où l'on croyait, disait-il. Ça m'a servi dans l'existence et surtout dans la métropole où l'on n'est pas franc du collier, disait Albert Camus. Ce qui est une transition pour nous amener à parler quelques minutes, si vous en êtes d'accord, des JO, parce qu'il y aura une Coupe du Monde, il y a la Coupe du Monde de rugby, et j'allais dire, Philippe Folliot... Puisque vous parlez d'Albert Camus, alors je vais vous faire rire, mais il y a une citation qui, alors, il faut la reprendre quelque part, parce qu'elle est presque dans le lexique footballistique. Ouais. Camus disait, donner un sens et avoir un but, c'est pas la même chose. Nous, pour cette Coupe du Monde, on va avoir un but, plusieurs buts. Avoir un sens et donner un but à sa vie, c'est pas la même chose. Mais nous, là, pour cette Coupe du Monde, on va viser le but. Donc là, vous avez vu, on fait monter le niveau de ce débat. Ah non, mais vous parlez de Camus. Du Camus, on fait l'esprit. Quand même, Philippe Folliot, on parlait du rugby tout à l'heure, et je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, la manière dont on organise. Quand même, les JO, on est aussi très attendus pour ouvrir un tout petit peu la porte vers Paris, parce que c'est 2024. On est dans la construction, il y a le Grand Paris, il y a des enjeux économiques majeurs. Enfin, on est attendu, il ne faut pas se manquer là aussi quand même. Ben, on est attendu parce que c'est l'événement majeur, effectivement, sur un plan médiatique à l'échelon mondial avec la Coupe du Monde de football. C'est un fait. Ensuite, il y a une attente. Ça fait un siècle que la France n'a pas organisé des Jeux Olympiques. Et donc, il y a une attente extraordinaire. Et il y a des paris que nous avons et des Français choisis. Qui ont lancé le boycott. C'est notamment le fait d'avoir une cérémonie d'ouverture sur la scène qui va être quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Enfin, c'est Gérald Darmanin qui se gratte les cheveux là. Nous n'avons... Et Alain Bauer qui a tiré la sonnette d'alarme. C'est ça. Nous n'avons pas d'autre alternative que de réussir les Jeux Olympiques. Parce que ça va être un événement qui va être un événement très attendu. On va nous regarder par rapport à notre capacité d'organisation et par rapport à la notion d'image. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a un effet miroir là. Référence tout à l'heure. Je veux dire, on va avoir des images assez exceptionnelles de notre pays avec un autre point. Quelque chose qu'on oublie aussi par rapport à cette notion d'image. Vous savez quel est l'événement et l'autre événement qui est sportif le plus vu, voilà, c'est le Tour de France, et qui permet d'avoir une vitrine pour notre pays tout à fait exceptionnelle et extraordinaire. Et donc, dans ce cadre-là, je crois qu'il faut que nous allions vers un schéma d'unité nationale autour de cet enjeu. Et qu'à un moment donné, je veux dire, les querelles et les divergences politiques s'estompent derrière cet objectif et cette nécessité de réussir. Je m'autorise à avoir terminé sur les JO parce qu'il y a un effet miroir avec le débat qu'on vient d'avoir sur le Qatar et on voit que Paris, la France, est interpellée de la même manière. Certains disent mais ces JO ça coûte trop cher, il faut les boycotter. Enfin, ces questions sont posées, certains les ont posées. On est attendu, Éric Revel, sur ce... Oui, mais vous allez peut-être même, de la part de certains médias étrangers,
des critiques qu'on avait, nous, presque oubliées, qui vont ressurgir. Par exemple, vous savez qu'on est régulièrement condamné par la Cour des droits de l'homme la de Cour européenne des Bruxelles droits de pour, l'homme. par exemple, l'état de nos prisons. C'est vrai. Vous voyez, parce qu'on considère qu'en France, les prisons ne sont pas à la hauteur, il n'y a pas assez de Et places de prison, effectivement, etc. on est condamné. Et on est condamné. Donc ça, c'est un sujet, je ne sais pas si les médias étrangers s'en empareront, mais ça, c'est un sujet que certains connaissent en France, mais que beaucoup ignorent ailleurs, et qui peut donner une image de la France qui sera, elle aussi, à côté de celle des JO. Vous voyez, il y a plein de sujets qui peuvent ressurgir. Bon, j'espère que Paris sera dans un meilleur état. Routier, en termes de transport. Bon, là, c'est quand même un sujet, espérons que tout ça sera réglé en 2024. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, en termes de sécurité, la France, oui, joue. Alors, au même niveau que le Qatar, sur l'organisation d'un événement comme ça, on joue aussi quelque chose d'important pour le pays. Alors, je ne sais pas dans quelle situation sociale on sera en 2024, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera à la fois un événement de collectif, c'est un sujet, mais ça sera aussi un enjeu économique dans un contexte très tendu, important, très important. Bien sûr. Stéphane Truchy, un dernier mot. Je pense que malgré tout, ce qu'on est en train d'observer là, est en train de dicter d'une nouvelle façon d'aborder ces grandes compétitions malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire l'impasse sur l'exemplarité de ce qui est mis en œuvre pour organiser ces compétitions. Une forme de transparence. Une sorte de transparence, une forme de conscience écologique, climatique, de gérer au mieux le gaspillage, ce qui pourra créer en tout cas des dysfonctionnements qui altéreront l'environnement, le social. Je pense que ça définit quand même de nouvelles règles. Il ne faut pas se voiler la face. Ce qu'on est en train d'entendre dans là, les grands événements. La RSE, on le voit sociologiquement et partout. Clairement. L'environnement fait partie de notre quotidien. Ces événements-là devront intégrer Philippe dans leur Folliot, stratégie ce point. Pardonnez-moi Stéphane. Non, vous avez terminé. Je crois qu'il y a une grande attente de nos concitoyens par rapport à ces événements. Pour preuve, pour la Coupe du Monde de rugby, quand les billets la billetterie a été mise en ligne, tout est parti en quelques heures. Oui, c'est dur d'avoir un billet. billet. Il n'y a plus une place, il n'y a plus une place à vendre. Et pour les Jeux Olympiques, ça sera la même chose. Et avec, pour la billetterie, de mémoire, c'est plus du tiers des billets qui ont été achetés par des étrangers qui vont venir. Donc, je crois que les choses seront identiques pour les Jeux Olympiques. Après un jingle, on accueillera Gérald Kersanti. Vous savez, je fais un peu de teasing. Gérald Kersanti, qui est le PDG d'SAP, qui sort un livre. Il sera mon invité dans quelques instants. Mais juste un petit tour de table. Je ne peux pas m'en empêcher parce que tous ces sujets sont sérieux. Mais vos pronos, évidemment, Éric Revel, vos pronos, comme on dit, vos pronos. Alors, je vais vous dire, je vais jeter un petit froid, mais je ne sais pas si la France sera championne du monde. Je ne sais pas. Espérons qu'elle sera en finale ou en demi-finale. Mais bon, d'abord, on va voir, on attend, Gilles Boulot va bientôt donner sur TF1 la liste avec Didier Deschamps. Mais on a quand même quelques sujets, des blessés, voilà. L'équipe joue pas très bien. Maintenant, on a tel talent qu'on peut rêver. Évidemment, je souhaite qu'on aille le plus loin possible. Enfin, ça ne se terminera pas comme en Afrique du Sud. Non, peut-être demi, peut-être finale, mais... Non, c'est pas un prono que vous nous faites. C'est quelque chose d'un peu... Bon, je ne les vois pas champions du monde, mais bon. Samira, vous serez sur place, hein? Ouais, je serai sur place. Moi, je les vois champions du monde. Ah ouais, moi, vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout, finale, et ils gagnent la finale. Ouais. Stéphane? Je vais parler que France-Brésil en finale. France-Brésil, on gagne parce que le Brésil, c'est notre bête noire. Depuis 2006. Alors, France-Brésil, et c'est la France qui gagne, on est d'accord. C'est la France vainqueur. Donc 3 étoiles, hein. C'est 3 étoiles. Là, ça devient du haut niveau. Philippe? Il y a une extraordinaire dynamique pour les équipes de France en matière de sport collectif. On l'a vu aux derniers Jeux Olympiques. C'est vrai. Le hand, le basket, le volley. Le volley, il ne faut pas oublier le volley. Donc, le Qatar a une très bonne équipe de hand. Absolument. Ils ont beaucoup investi dans le cadre le foot. Va poursuivre, nous serons championnes du monde. Donc, au Qatar. Et je me retire puisque tu as M. Kersanti maintenant. Moi, j'ai envie de dire... Et en 2023, nous serons championnes du monde de rugby. Voilà. Il y a de fortes chances. En effet, moi, je prendrai la ligne d'Éric. Je vous remercie. Merci Stéphane. Je serai sur la ligne d'Éric dans mon prono. Je pense malheureusement, j'ai peur qu'on ne le soit pas. Mais on verra. En tout cas, on leur souhaite bonne chance, bon courage, du plaisir aussi pour jouer et pour nous faire rêver. Et nous pour regarder, Et évidemment pour regarder ces matchs qui sont des matchs incroyables. Merci Samira Djouadi, vous êtes la déléguée générale Fondation TF1. Vous serez sur place à travers cette association Sport à Vie avec ces jeunes de 10 à 14 ans et ils vont vivre un moment
dingue. Ils n'oublieront jamais ce moment. Merci Éric Revel, directeur de la publication de L'Hémicycle, cette très belle revue intelligente qui nous ouvre le cerveau. Merci à Stéphane Truchy. Vous êtes le CEO, le patron de l'IFOP, avec ce sondage exclusif fiducial pour Sud Radio dévoilé entièrement demain, évidemment. Et merci à Philippe Folliot, sénateur du Tarn, je ne sais pas si j'ai précisé votre beau département, sénateur centriste et président. Oui, à votre accent, monsieur le sénateur, on savait que vous n'étiez pas du Nord. Absolument, Ouais, pas du Pas-de-Calais. Merci, président de l'Alliance centriste et passionné de rugby, parce que vous êtes aussi dans l'amicale des parlementaires du rugby. Petit. Voilà. Voilà, mais c'est important de tout dire. Un jingle et j'accueille Gérald Kersanti. Transformer des jeunes de quartier en reporters lors des grands événements sportifs internationaux, c'est l'ambition de l'association Sport à Vie qui, depuis 2001, a accompagné plusieurs milliers d'entre eux de Séoul à la Russie en passant par Rio. Cette année, c'est au Qatar que se rendront 60 jeunes heureux et impatients de sillonner ce pays qui accueille une Coupe du Monde pour la première fois en hiver. Rachid Jouadi est le président de l'association Sport à Vie, également proviseur adjoint du lycée professionnel de Bondy. Il revient sur le chemin accompli par son association et les ambitions qu'il porte avec les bénévoles des quartiers et soutenus par des partenaires privés comme la Fondation TF1. Le projet Adoua est un projet transversal. Ce n'est pas uniquement un projet sportif, c'est aussi un projet culturel. C'est un projet qui va être centré sur les problématiques de développement durable avec nos partenaires privés qui nous accompagnent dans ce dispositif. Comment les jeunes ados vont-ils vivre leur voyage au Qatar? Qu'attendent-ils de leur séjour et des rencontres qu'ils feront? Comment partageront-ils cette expérience unique? Je suis content de découvrir le pays parce qu'on va aller voir leur culture. Ça va être un moyen de nous apprendre de nouvelles choses. Ça va être de l'apprentissage permanent. On aura des activités. Je suis impatient d'aller au désert. On regardera la Coupe du Monde entre amis. C'est une chance quand même, c'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. En plus, pendant la Coupe du Monde, franchement, je suis très heureux et je compte saisir ma chance. Le temps joue en faveur de l'association qui a véritablement porté vers la réussite les jeunes qu'elle a accompagnés dans le monde ou plus modestement lors de plus petites initiatives dont l'ambition concerne l'éducation à l'image et la représentation de soi-même et de son environnement. Les rivalités interquartiers sont souvent à l'origine des problématiques liées à l'image, à la perception de son environnement. Le travail consistera entre autres à essayer de déguiser un petit peu le regard de tous ces jeunes pour faire en sorte qu'une meilleure image de soi permette justement une meilleure image des autres. C'est important que tous les jeunes de quartier se rassemblent pour cet événement. Il y a des tensions dans certains quartiers et c'est bien de se retrouver et d'apaiser les tensions. Ça peut lier des liens entre nous. On va avoir sûrement une meilleure entente. Comme ça, on va apprendre à se connaître avec des jeunes notamment du 9-3, du 9-5, enfin un peu partout dans la France. Depuis 21 ans, les résultats de l'association sont excellents. Ce sont des jeunes qui se mobilisent dans le cadre de la vie associative, par exemple. C'est des résultats, je dirais, dans les quartiers, où les jeunes arrivent aujourd'hui à fédérer et à régler les soucis, les problèmes. Rachid Jouadi résume bien la mission que s'est fixée l'association. Donner une meilleure image de soi pour avoir une meilleure image des autres. La solution sans doute pour avancer positivement vers une société plus apaisée. Je remercie beaucoup les personnes qui ont organisé ce projet pour que j'y participe. Je suis très fier d'avoir été retenu pour ce voyage. C'est un rêve. J'espère que la France gagnera la Coupe du Monde. On compte leur donner toute notre force. Allez la France, allez les Bleus! Retour en plateau pour ce live. Vous savez, j'étais en train d'échanger, je vais vous dire la vérité, avec mon invité, Gérald Kersanti. Bonjour Gérald, ravi de vous accueillir. Vous êtes le PDG des SAP, grande entreprise de l'informatique, de la tech. Et puis vous êtes aussi professeur à HEC. Et on va découvrir votre dernier livre parce que vous écrivez beaucoup, L'art de bâtir une équipe, édition Erol. C'est un sujet qui vient prolonger le livre précédent qui avait très très bien marché. Puis vous vous êtes dit, mais tiens, pourquoi pas réfléchir à la manière dont un patron, un décideur, vous, avec qui je m'entoure, excusez-moi de faire le parallèle, vous n'allez pas nous dévoiler la liste de l'équipe de France, j'imagine, mais je suis persuadé que Didier Deschamps s'est posé ce type de questions, celles que vous vous êtes posées. C'est-à-dire il faut qu'à la fois il ait des joueurs de haut niveau, mais ils le sont tous, mais qu'ils bâtissent une équipe. C'est compliqué de bâtir une équipe. C'est super compliqué, parce qu'en fait, une équipe, c'est composé de personnalités. Alors, il est bon d'avoir des personnalités, on va en parler, diversifiées, hein, des personnes qui viennent d'horizons très différentes. Après, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Il faut que ça fonctionne, parce qu'une équipe, c'est un collectif, et un collectif, c'est la collaboration.
Et c'est ce qui fait toute la richesse et toute la valeur de ce que peut faire un entraîneur, un dirigeant d'entreprise, un patron d'une association, peu importe la forme, un patron de gouvernement, hein, c'est la même chose, c'est la même logique. Donc ça veut dire, pour le dire en mots simples, le dirigeant que vous êtes, qui embauchez, qui recrutez des gens, des managers, des gens qui vont vous entourer. Vous pouvez avoir quelqu'un d'excessivement compétent, mais dont on vous dit ses soft skills ne vont pas. Ah oui, ça arrive très souvent. Et donc, vous hésitez à le prendre. Oui, ça arrive. On est d'accord. En fait, la genèse du livre, c'était cette idée, le 5e livre, effectivement, s'appelait « Leader du 3e type », où là, je travaillais sur ce que devrait être le leader de demain. Et puis, en fait, m'est venue une idée très simple, c'est qu'un leader, c'est bien, mais dans une organisation quelle qu'elle soit, un leader seul ne peut rien faire. Il lui faut une équipe, il faut avoir l'humilité de comprendre que seul, on ne peut pas réussir, parce que c'est tellement complexe. Il faut réunir tellement de talents autour de soi que l'équipe devient un sujet vital. Mais d'ailleurs, vous avez une analyse très très fine, même sur la psychologie. C'est-à-dire que parfois vous dites, il vaut mieux embaucher celui qui a la personnalité du second, parce qu'il va être très utile dans l'équipe. Et pas forcément embaucher le leader guerrier, le rouge, si je prends la méthode DISC. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans notre culture occidentale et française notamment, on vénère l'intelligence logico-mathématique. Alors, on le sait depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on s'est mesuré par le QI, ça nous met à l'aise. En fait, qui se ressemble s'assemble, c'est un dicton qu'on applique un peu partout. On aime avoir autour de soi des petits nous-mêmes qui sortent de la même école, qui ont fait les mêmes parcours, qui sont passés par les mêmes filières. Une sorte d'endogamie finalement. Oui, parce que ça nous rassure d'une certaine façon. Sauf que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est un monde qui n'est plus ça. C'est un monde où justement la diversité va nous permettre de capter les opportunités et de voir les choses totalement différentes. Donc il faut avoir une diversité homme-femme déjà pour commencer. Je dirais enfin. Parce que ça me paraît assez logique qu'on y arrive un jour. Dans les COMEX, il a fallu Noix, la Rixin. Oui, Rixin Castaner qui fait suite à Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration. Mais il faut aller bien au-delà de ça, parce que ça n'est que la surface du problème. Il faut aller dans toutes les organisations, au niveau des couches de management et aussi du recrutement. Parce que si on ne recrute pas à l'équilibre, on n'a aucune chance d'être à l'équilibre demain. Mais vous vous sentez seul ou vous vous sentez finalement en écoute dans votre écosystème de PDG? Est-ce que vous dites, parfois je me sens seul, ou au contraire, vous avez une oreille attentive chez vos collègues ou vos pairs PDG? Ah non, là c'est clair que aujourd'hui tout le monde est convaincu, et d'ailleurs c'est ce qui m'a beaucoup incité à écrire ce livre. Il y a des témoignages dans votre livre. Voilà, livre que j'ai fait en équipe d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai demandé à des patrons du CAC 40, du SBF 120, une ministre, des entrepreneurs, des patrons d'école, Polytechnique, le M Lyon, le chef d'état-major de la Marine, et puis une magnifique préface de Maud Bailly, dirigeante incroyable dans le groupe Accor, de venir donner leur point de vue. Et ça, finalement, ce travail d'équipe m'a permis de me faire une vraie position, on va dire, de me donner un éclairage en fait de ce sujet de l'équipe. Mais Gérald Kersanti, un aspect pratique, parce que ceux qui nous regardent veulent aussi peut-être avoir les outils. Parfois, on leur vend un CV, c'est-à-dire avec des diplômes, parfois des grandes écoles. Ça suffit ou ça suffit plus? Non, ça suffit plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne recrute pas un diplôme, on ne recrute pas un CV. On recrute une personne qui va s'intégrer dans une équipe. C'est un problème de culture. Donc en fait, dans ce livre, je fournis pas une, mais une dizaine de théories pour essayer de donner finalement des outils aux dirigeants, quels qu'ils soient, pour essayer de diversifier son équipe. Et puis, quand on est confronté à des remplacements, parce qu'on l'est toujours, un départ en retraite, un départ de l'entreprise, peu importe, eh bien, au lieu de recruter un CV, justement, on va recruter quelqu'un qui va venir compléter l'équipe et qui va venir apporter sa propre valeur. Mais pardonnez-moi, il nous reste une minute 30, mais ça nécessite pour vous et vos équipes RH du temps, de la disponibilité, parce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui de recrutement qui se fait en ligne par les outils tech. Ça veut dire que ça oblige à prendre le temps de savoir qui vous avez en face, on est bien d'accord. Et le recrutement, c'est l'élément peut-être le plus important. Moi, je dis souvent, 70% du job d'un dirigeant, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment pour faire les bonnes choses. Donc, passer du temps au recrutement, c'est absolument indispensable. Parce que on se trompe, même si on y passe du temps, on se trompe. Et c'est normal, c'est humain. C'est une question de sensibilité, d'émotion. Et à un moment, voilà, on va faire. Et d'ailleurs, on se trompe dans les deux côtés. Ça peut être l'entrepreneur qui peut se tromper en recrutant. Les chiffres sont effrayants, de collaborateurs engagés, onboardés,
qui, au bout d'1 mois, quittent l'entreprise. Oui, c'est des chiffres assez impressionnants. Parce qu'en fait, on travaille pour une culture. On rejoint une entreprise parce qu'on adhère à ses idées. On rejoint aussi une entreprise pour les personnes, les leaders. Et puis parfois, la mayonnaise ne prend pas. Et donc, il vaut mieux quitter dès le début finalement. Mais les erreurs peuvent être des deux côtés. Mais quand on y passe du temps et qu'on y met de l'énergie, ça veut dire qu'on y accorde de l'importance. On réduit le champ de l'échec de façon considérable. Mais pardonnez-moi de faire cette métaphore un peu poétique, mais ça ressemble un peu à une histoire d'amour, c'est ce que vous nous décrivez. Mais ce n'est que ça. Il faut que ça matche. Mais ce n'est que ça. Et parfois, ça ne matche pas et ça casse. Mais c'est comme dans les relations amoureuses, effectivement. Le recrutement, le fait de rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre, de suivre quelqu'un plutôt qu'un autre, un parti politique, des idées, c'est ça, c'est de la séduction, ça a à voir avec la séduction. L'art de bâtir une équipe, c'est votre livre chez Erol, c'est le 6e, parce que vous aimez écrire autour le matin très tôt avec un petit café, si j'ai bien compris, fumant. Vous êtes un PDG heureux avec le fait que vous creusiez ce sujet, que vous vous immergiez dans cette question. Est-ce que vous êtes bien chaussé, pour prendre la formule inverse? Souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui, je pense qu'on a une magnifique équipe chez SAP. On a une magnifique équipe parce qu'on a pris beaucoup de temps à la constituer et à la faire évoluer. Parce qu'en fait, une équipe, elle n'est pas statique, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder une équipe en se disant « Ah, elle est magnifique ». Vous parlez à Deschamps, là aussi. Hein. C'est pareil pour lui, d'ailleurs. Le foot, c'est la même chose. Ce sera pareil pour tout le monde, en fait. En réalité, les équipes sont dynamiques. Donc, le travail d'un dirigeant, c'est de préparer les générations qui sont derrière et qui vont prendre le relais. Et c'est ça l'intérêt de notre job, en fait. Juste un mot, prof HEC. Les étudiants que vous avez en face et vous enseignez depuis longtemps, vous les voyez évoluer par rapport à ces sujets-là? Ah oui, bien sûr. En fait, le point on pense que le mot est galvaudé, mais il ne l'est pas en réalité. L'ambition est la même. Quand les gens disent les jeunes de nos jours sont moins ambitieux, pas du tout. Ils sont autant ambitieux qu'à notre époque, en tout cas la mienne. Mais par contre, ils ne sont plus prêts à faire n'importe quoi et pour n'importe qui. Donc ils veulent du sens. Et oui, ils sont plus exigeants. Et puis ils veulent aussi, ça c'est formidable, moi je le vois à mes propres enfants, ils veulent un partage équitable entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et c'est très bien, parce que moi je le dis souvent, on est efficace au travail quand on est heureux dans sa vie personnelle. Et inversement. Et réciproquement. Et inversement. Quand on ne ramène pas ses problèmes à la maison. Bien entendu. Merci Gérald Kersanti d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Ce livre est excellent. Je l'ai lu. L'art de bâtir une équipe chez Erol, c'est votre dernier livre. Merci de nous avoir rendu visite dans l'émission spéciale de l'Hémicycle TV. Je vous dis à très très bientôt pour ceux qui étaient derrière la caméra et puis pour tous ceux qui sont toujours avec nous en présentiel. Je les remercie. Merci à toutes les équipes du Studio Victoire qui nous ont permis de réaliser cette belle émission spéciale. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.